Vous suivez la première radio privée du Sénégal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal. Sud FM, l'info, c'est ici. Pandémie de Covid-19, la propagation du virus devient inquiétante. Plus de 10 000 cas positifs depuis le début de la pandémie au Sénégal. Le bilan macabre passe à 214 morts, 41 cas graves en réanimation. La région de Thiès franchit le cap des 1000 cas positifs. Diourbel enregistre son 8e cas de décès. Pendant ce temps, les populations foulent au pied les mesures barrières. Les Badianougor entrent dans la danse et sillonnent les quartiers et lieux de regroupement pour sensibiliser sur la Covid-19. Nous ferons le point dans ce 18h. L'impact de la Covid-19 sur l'éducation est une catastrophe générationnelle selon le secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres se dit inquiet et plaide pour que le retour à l'école soit une priorité. Le cadre unitaire des syndicats de la santé dans la rue ce matin pour réclamer de meilleures conditions de travail. Il menace de procéder à la rétention d'informations à partir du 31 août. Un autre mouvement d'humeur dans le secteur de la justice. Le Sud-Just décrète encore 72 heures de grève et dénonce l'attitude de la tutelle concernant la formation d'agents de l'administration pénitentiaire au métier de greffier. Info Éco avec Rapseli Manouane va boucler cette édition. Voilà pour les titres. Est à la présentation, Pape Abdoulaye Dieye assure la mise en onde. Bienvenue. Le collectif pour la défense des terres de Bambey organise à l'instant une marche de protestation. Ce collectif dénonce la spoliation foncière et le manque de transparence dans le lotissement de leurs terres de culture. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le cadre unitaire des syndicats de la santé a battu le macadam de l'ENDS au ministère de la Santé et de l'Action sociale pour réclamer de meilleures conditions de travail, l'indemnité de logement. Le cadre compte procéder à la rétention d'informations à partir du 31 août prochain, nous dit Chersek, coordonnateur général du cadre. Il est au micro d'Ismaël Marcel Colli. Cette marche est liée à un déroulement d'un plan d'action. Un plan d'action qui normalement devrait être exécuté le 10 mars. Mais compte tenu de l'arrivée du premier cas Covid, nous avons décidé de façon souveraine d'arrêter et de nous consacrer à la lutte. Mais force est de constater qu'après presque 3 mois ou 4 mois, les gens ont été beaucoup plus préoccupés par le règlement des problèmes d'autres secteurs que des gens de la santé. Vous avez vu à la culture, vous avez vu le transport, vous avez vu sur les hôteliers et tout le monde, les gens dans le cadre du plan de résilience. Dans le cadre du plan même de résilience, avec les 1000 milliards, regardez la répartition, la santé n'a même pas 100 milliards, alors que nous sommes les plus impactés. Et ça fait presque 10 ans, c'est-à-dire depuis 2009, on a fait des réformes. Des gens sont allés étudier, certains même sont partis à l'étranger. Ils sont revenus avec leur diplôme de grande valeur académique. Il ne reste qu'à les intégrer dans leur nouveau corps. Et les décrets ont été signés depuis 2009. Aujourd'hui, le problème du déficit en personnel, nous sommes 8 000 agents dans la fonction publique, c'est 40 000. Au moment où les autres sont plus de 90 000. Alors que le besoin est là. Et c'est des gens qui sont diplômés. Pourquoi on ne les intègre pas dans la fonction publique une bonne fois pour toutes? L'autre élément, c'est sur le régime indemnitaire. Nous sommes les seuls dans la fonction publique à ne pas avoir l'indemnité de logement. Non, le combat, ça sera plus dur. On commence, ça c'est que première étape. Aujourd'hui, vous allez dans les hôpitaux parce que c'est nous qui tenons. Le problème, ce n'est pas un problème de nombre, c'est un problème de poste stratégique. Aujourd'hui, c'est nous qui gérons les blocs opératoires à travers les anesthésies. C'est nous qui gérons les services de rééducation, c'est nous qui gérons les services de néphro, c'est nous qui gérons les services de biologie. Or, aucun médecin ne peut faire de certitude de diagnostic sans pour autant avoir des résultats à la radio, sans pour autant avoir des résultats à la biologie, sans pour autant avoir un anesthésiste réanimateur avant d'opérer. À partir du 31 décembre, tout ce qui est données sanitaires, nous allons les bloquer. Pourquoi nous allons les bloquer? C'est pour montrer aux bailleurs que c'est nous qui détenons le système. Parce que les gens, le système de décaissement d'argent est basé sur les résultats que vous les donnez. Mais si vous n'avez pas ces informations, vous n'aurez pas de quoi, en tout cas, pouvoir faire décaisser le restant de l'argent. À partir de ce 31 août, nous allons commencer l'argent d'information sur l'ensemble du territoire national. À l'instant, Chersek, coordonnateur du cadre unitaire des syndicats de la santé, qui menace de procéder à la rétention d'informations à partir du 31 août. Encore un mouvement d'humeur dans le secteur de la justice avec la grève de 72 heures décrétée par le syndicat des travailleurs de la justice. Il dénonce l'attitude de la tutelle qui a autorisé au centre de formation judiciaire d'assurer la formation d'agents de l'administration pénitentiaire au métier de greffier.
greffiers pour mettre à la disposition des juridictions des greffiers ad hoc en cas de grève du Sud-Just. Le Sud-Just précise que les 38 agents de l'administration pénitentiaire en formation ne pourront pas suppléer plus de 1200 travailleurs de la justice, dont 400 greffiers. Maître El Hadj Ayaboun Malick Diop, secrétaire général du Sud-Just, joint par Mame Diarra Da Silva. Nous ne cessons de le rappeler, Monsieur le ministre Malick Sall a trouvé des droits acquis qu'il devait mettre en œuvre, mais depuis un certain temps, il a trouvé que nos prises de position publiques ne sont pas de son goût et il a décidé de remettre en cause tout ce qu'il a trouvé comme acquis. C'est des décrets dûment signés par le président de la République. C'était des protocoles d'accord qui engagent l'État et en tant que tel, il devait les mettre en œuvre au nom du principe de la continuité de l'État. Mais en lieu et place, Maître Malick Sall est dans une entreprise de remise en cause tous ces droits que les travailleurs de la justice ont acquis à travers des négociations. Maintenant, ce qui est cocasse dans tout ça, c'est que la crise de la justice est en train de sombrer du drame à la comédie. Parce que nous avons vu qu'en lieu et place de solutions, Maître Malick Sall est en train de former des agents de l'administration pénitentiaire au métier de greffier. Mais ce qui est ridicule dans tout ça, c'est que c'est une formation de 10 jours assurée par des personnes qui n'ont aucune qualification et ils pensent qu'avec cette formation, 38 agents mal formés vont suppléer plus de 1200 travailleurs, dont 400 greffiers. Donc c'est ce qui est cocasse maintenant dans la tournure de cette grève. Mais ce qui est sûr et certain, les travailleurs de la justice ne vont pas démordre parce qu'ils ont le droit et la vérité de leur côté. Saccage des locaux du journal Les Échos. Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, réagit, dénonce et parle d'actes irresponsables. L'appel s'indigne Ndeye Mariam Ndiaye. Le monde de la presse indigné par le saccage des locaux du journal Les Échos. Des actes irresponsables qui auraient pu aboutir autrement à une situation beaucoup plus grave. C'est d'ailleurs le sentiment du ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop. Il ajoute dans un communiqué reçu par l'APS que le Sénégal est un état de droit où la liberté de presse est un acquis fondamental consacré par la Constitution. Le ministre a ensuite exprimé son entière solidarité aux directeurs de publication et aux travailleurs. L'association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne s'indigne de l'attaque. Appel trouve inacceptable que dans un état de droit, des journalistes soient agressés pour leurs écrits ou que des entreprises de presse soient mises à sac pour la publication d'une information. L'association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne appelle les organisations membres de la coordination des associations de presse et tous les militants de la liberté d'expression à se tenir debout pour dénoncer cette barbarie, mais surtout pour que les auteurs soient traqués et sévèrement punis. Le Forum civil a aussi fermement condamné et sans réserve cet acte de vandalisme dont le journal Les Échos est victime. Les camarades de Birahim Seck témoignent leur solidarité indéfectible aux travailleurs du journal et à la presse dans toutes ses composantes, non sans appeler les citoyens à la sérénité et au respect des lois et règles de la République. Le Forum civil a cependant exhorté la justice à ouvrir une enquête pour situer les responsabilités. Enfin, la section sénégalaise de Transparency International demande au gouvernement d'assumer et d'exercer pleinement sa mission régalienne de protection des personnes et des biens afin de garantir la stabilité sociale. Pour rappel, ce saccage des locaux du journal Les Échos intervient suite à la publication dans son édition de lundi d'un article qui révèle l'hospitalisation du guide religieux Moustapha Sy pour raison de Covid-19 à l'hôpital principal de Dakar. Sud FM. Évolution de la pandémie de Covid-19, le bilan macabre passe à 214 morts après 3 décès supplémentaires enregistrés ces dernières 24 heures. 46 nouvelles contaminations révélées ce mardi, dont 27 cas issus de la transmission communautaire. 41 cas graves sont actuellement pris en charge par les services sanitaires. Le point avec Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé. Sur 1078 tests réalisés, 46 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,27%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 19 cas contacts suivis par nos services et 27 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 3, Thiès 3,
HLM Grand Médine 2, Joal 2, Kolda 2, Parcelles Assainies 2, Pikine 2, Dalifort 1, Diourbel 1, Guédiawaye 1, HLM Grand Yoff 1, Kédougou 1, Keur Massar 1, Ngor Virage 1, Ouest Foire 1, Richard Toll 1, Tivaouane Peulh 1 et Ziguinchor 1. 19 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 41 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce lundi 3 août 2020. L'état de santé des autres patients est resté stable. À ce jour, 10 432 cas ont été déclarés positifs, dont 6 920 guéris, 214 décédés et donc 3 297 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, surtout le port obligatoire de masques dans les lieux publics et transports en cette période de retour de la plupart de nos compatriotes qui s'étaient déplacés à l'intérieur du pays, à l'intérieur de la fête de Tabaski. Le district sanitaire de Diourbel enregistre son 8e cas de décès. La sensibilisation sur la transmission communautaire pose problème. Beaucoup ne croient pas à l'existence de la pandémie de la Covid-19. Adam Ndiaye. Le district sanitaire de Diourbel enregistre son 8e cas de décès lié à la Covid-19. Il y a eu un cas communautaire qui a été enregistré ce 4 août. Le district sanitaire de Diourbel a enregistré au total 48 cas, dont 22 cas communautaires et 26 cas contacts depuis le début de la pandémie de la Covid-19. Il y a eu au total 38 patients qui sont guéris, 8 sont décédés et 2 sont sous traitement. Pour rappel, le port obligatoire du masque n'est pas respecté dans certains lieux publics. Certains individus interrogés ne croient même pas à l'existence de la Covid-19, ce qui constitue une véritable difficulté dans la sensibilisation liée à la transmission communautaire. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. Adam Ndiaye, la région de Thiès franchit le cap des 1000 cas positifs, dont 33 décès et 244 sous traitement. Sur place, les difficultés notées avec cette propagation inquiétante de la pandémie, la banalisation des mesures barrières déplorées par la formation politique Sunu Natangué Réew, qui invite les Sénégalais à adopter une attitude responsable. Thiès, Babacar Ndaw. Propagation inquiétante de la Covid-19, la région de Thiès a franchi le cap des 1000 cas. 1026 exactement à la date du 3 août, compte tenu des 5 cas enregistrés ce mardi, 3 à Thiès et 2 à Joal. 33 décès sont de la région de Thiès. Une situation très grave selon la formation politique Sunu Natangué Réew. Babacar Tunkara est le porte-parole de ce parti. Nous lançons directement un appel à la population thiessoise pour leur dire que le coronavirus est une maladie qui existe réellement et que nous devons respecter les mesures barrières. On ne doit plus être ici à répéter quelles sont les mesures barrières. Ne pas saluer les gens, mettre ce qu'on appelle un masque, se laver régulièrement les mains. Ça, c'est une responsabilité individuelle et collective qui engage tous les Thiessois. Sunu Natangué Réew n'est pas en reste. D'ailleurs, son président, Daniel Mensefal, a eu à faire des gestes, à donner des appuis par rapport à cette lutte contre la pandémie qui est la Covid-19. Les nuisances environnementales et les difficultés d'assainissement notées à Thiès ne sont pas pour faciliter les choses, déplore le porte-parole de Sunu Natangué Réew. Si Thiès est envahi par les eaux, c'est la faute de la municipalité qui n'a pas su anticiper, gouverner, se prévoir, qui n'a pas su anticiper. Aujourd'hui, Thiès patauge dans l'eau. Ce n'est pas normal. Si l'équipe municipale avait anticipé par rapport à ça, il n'y aurait pas d'eau à Thiès.
Donc voilà une mauvaise gestion encore de la commune de Thiès. Le relâchement est devenu aujourd'hui une réalité à Thiès où la Covid-19 est en train de dicter sa loi. Babacar Ndao, Thiès, Sud-Afrique. Mais 5 mois après 5 mois de lutte contre le coronavirus au sein du pays, le constat reste le même. Les gestes barrières foulés aux pieds par les populations. Les Sénégalais craignent davantage les sanctions, les amendes que leur infligent les forces de l'ordre que leur propre santé. Selon les citoyens, cette situation est due au relâchement du gouvernement qui doit renforcer la fonction répressive pour éradiquer cette maladie. C'est un reportage signé Aïssatou Guiba. Des gestes barrières délaissés, le port du masque négligé dans la plupart des quartiers. Le pire, c'est qu'ils craignent davantage les sanctions qui leur sont infligées. 5 mois de combat contre cet ennemi inconnu. L'épidémie ne faiblit pas, mais la plupart des Sénégalais ne semblent pas avoir retenu la leçon. C'est du moins le constat de cet homme qui vit au Sénégal et qui a sillonné déjà plusieurs quartiers du pays. Ils sont là en train de jouer ensemble sans masque. Mais quand ils sont sur la rue, chacun remet sa masque parce qu'il y a le gendarme là dans le coin de la rue. Ils craignent beaucoup plus la répression que leur propre santé. Une répression des forces de l'ordre qui a tendance à baisser par rapport au début de ce combat. Il faut davantage de sanctions. Le relâchement du gouvernement n'arrange pas les choses. Les mesures strictes là, on dirait que les policiers là ont baissé les bras. Mais vous pensez que c'est dû à quoi? Vous pensez que c'est dû à quoi? Mais non, c'est dû au relâchement du gouvernement. Ça commence par le gouvernement, parce que c'est eux qui devaient donner les directives là. Mais si ça ne se fait pas là, mais la base là, ils ne font rien. Ils ne vont que regarder les gens passer. Mais si ça se faisait depuis le départ, comme ils l'avaient fait au départ, il n'y aurait pas de problème. Comment vous trouvez ces mesures prises par le gouvernement du Sénégal de manière générale? C'est des mesures qui suivent beaucoup plus les colorations internationales, mais qui ne représentent pas forcément la réalité sénégalaise. Plusieurs dispositions prises par le gouvernement du Sénégal, mais l'ennemi ne recule toujours pas. À ce stade, les gestes barrières doivent être renforcés. Vous voyez, ce n'est pas très difficile de respecter les gestes barrières. Il suffit juste de se laver les mains, de porter un masque et de respecter la distanciation physique. Je trouve que le gouvernement doit davantage impliquer les forces de l'ordre dans cette lutte anti-Covid-19 comme il avait fait au début de cette pandémie. Si le gouvernement faisait ce petit geste, je crois que nous nous débarrasserons de ce virus une bonne fois pour toutes. Aïssatou Guiba, en tout cas, la riposte communautaire est lancée dans la banlieue. Des Badjanogor sillonnent les quartiers et lieux de regroupement pour sensibiliser sur la pandémie. Et justement, nous nous rendons au marché Zinc de Pikine, dans une grande place fréquentée par des personnes du 3e âge. Ils ont reçu la visite d'une Badjanogor, Moussa Thiam. Grand place Parc Guinard au niveau du marché Zinc de Pikine. Ce lieu de regroupement des personnes du 3e âge ne désemplit pas. D'aucuns conversent sur la situation du pays, d'autres se pensent sur les jeux de dames. Ils ont reçu la visite d'une Badjanogor qui sensibilise sur les gestes barrières. Pour la Badjanogor des salles, la situation de la pandémie est alarmante, d'où l'implication communautaire des organisations à la base des salles Badjanogor à Pikine Nord. doy waar moo tax ñu jël ñu ñuy wër ci koñ yi di dugg ci biir kër yi di seet grand place yi dem ci marché yi pour di leen sensibiliser ñuy takk seen masque di leen laajaale en même temps nan la ñu xam fan la niveau feebar bi toll ñu xool ba xam ndax ñoom xam nañ feebar bi ni mu garaawee wala déet parce que am na ñoo xam ne dañ ko xaw a négliger te loolu feebar baa ngi fi daf lu am la te 3e âge bi la gën a aayal loolu moo tax ñu topp leen di leen topp porte à porte di leen wër ñuy takk masque yi. Un homme venu rejoindre le groupe sans masque est accueilli par les remontrances de la Badjanogor. kii sama càmmeñ la war ngaa takk masque en tant que boucher nekk ci biir marché bi war ngaa mën a takk masque soo amul masque ma jox la masque léegi nga takk waaw parce que waaw lu tax dama ko fàtte sëñ bi maa ngi jégalu baax a baax. loolu daal boo ko defee dinaa kontaan ndax yow ci gox bi nga bokk. Même si on note une hausse des cas de décès liés à la Covid-19, le vieux Gadio, un ancien militaire, a une autre perception de la situation. D'accord, feebar bi am na mais ku war a dem da ngay dem rek. Contrairement au vieux Sow qui semble toujours être tenaillé par la psychose. man mi université la retraité waaye moo fëgg jéeg léegi booba corona bi sax amagu léegi kenn mënatu la seeti kenn ku gàttam xel nag da nga meri nit ci boo xewlee parce que
feebaru corona bi moo ko waral. La propagation rapide du virus inquiète les autorités, mais la population semble faire fi aux mesures barrières. Les bajenu gox accentuent la sensibilisation pour les ramener à la raison. Banlieue dakaroise, El Hadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. Moussa Thiam, merci. Le président du parti Rewmi exhorte les populations à observer les règles et mesures barrières pour augmenter la chance de vaincre la pandémie. Malgré la mort de son cousin Alioune Badara Niang, Idrissa Seck ne sera pas à la levée du corps prévue demain à l'hôpital principal de Dakar. L'interdiction de tout rassemblement ne lui permet pas d'y aller. Une catastrophe générationnelle, c'est ainsi que l'ONU qualifie l'impact de la Covid-19 sur l'éducation. Le secrétaire général Antonio Guterres fait part de son inquiétude et plaide pour que le retour à l'école soit une priorité absolue. La pandémie de Covid-19 a des impacts dans tous les secteurs d'activité. Elle n'a pas épargné l'éducation. Depuis le mois de mars, des millions d'enfants ont manqué l'école. La situation est préoccupante. Le secrétaire général de l'ONU craint d'ailleurs une catastrophe générationnelle. Antonio Guterres a fait part de son inquiétude face à la fermeture des écoles à cause du coronavirus. Cela affecte plus d'1 milliard d'élèves dans le monde, rappelle-t-il dans un message diffusé ce mardi. Il estime que nous sommes désormais face à une catastrophe qui touche toute une génération et risque d'empêcher l'humanité d'exploiter un énorme potentiel et de compromettre des décennies de progrès. Ainsi, l'ONU exhorte les gouvernements à donner la priorité à l'éducation dans les décisions financières. Il faut donner la priorité absolue au retour des élèves dans les écoles dans les meilleures conditions de sécurité, plaide le secrétaire général de l'ONU. La situation est plus inquiétante dans certains pays où l'on note déjà de nombreuses difficultés, dont le déficit de financement de l'éducation. Au Sénégal, les cours ont été suspendus depuis le 16 mars. Le 25 juin, seules les classes d'examen ont repris les enseignements. Les classes intermédiaires, les universités toujours bloquées. Même si les autorités éducatives tentent une alternative via les cours en ligne, les acteurs de l'éducation ont émis depuis des inquiétudes sur le niveau des élèves avec ce système peu efficace. Sud FM, l'invité du jour. 5 mois après le premier cas déclaré de Covid-19 au Sénégal, 429 milliards ont été mobilisés sur les 526 milliards décaissables selon le porte-parole du comité de suivi des opérations du Fonds Force Covid-19. Momar Ndao indique que des difficultés ont été notées, mais le travail se poursuit. Il est interrogé par Rapsé Limanouane. Momar Ndao, bonjour. Vous êtes le porte-parole du comité de suivi des opérations du Fonds Force Covid-19. 5 mois après le premier cas déclaré de Covid-19 au Sénégal, où est-ce que vous en êtes? Pouvons-nous avoir un bilan à mi-parcours de vos opérations? Alors, lors de la dernière rencontre que nous avions eue avec le ministère de l'économie et des finances, il y avait plus de 526 milliards qui ont été déjà décaissés. Et hors les mesures fiscales, bien sûr. Ce qui montrait que déjà à ce moment-là, on était déjà à plus de 81,6%. Ce montant a dû évoluer. Parce que vous savez que tout le temps, il y a des mises à jour de ces montants et qui permet d'avoir des idées de plus en plus précises sur les montants dépensés. Maintenant, dans l'exécution, vous savez, il y a la part que l'on appelle résilience des populations, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'assistance au niveau des ménages les plus vulnérables, notamment tout ce qui a trait au kit alimentaire. Vous avez vu, le ministre de la Solidarité a fait son bilan en disant que tous les kits ont été déjà remis pour ceux qui étaient sur les listes. Effectivement, il y a des réclamations, mais l'opération s'est terminée. Il y a l'assistance qui doit se faire aussi au niveau, bien sûr, des autres secteurs, notamment les transporteurs qui sont aidés, notamment ce qu'on appelle l'aide à la presse, à la culture, notamment la mise en œuvre des dépenses liées à l'électricité, au téléphone, à l'eau, à l'électricité et à l'eau. Là aussi, il y avait un reliquat de 70 000 ménages
qui devaient être prises en charge, mais que la presque totalité donc des ménages, ça a même dépassé le montant le nombre de 973 000 personnes. Maintenant, le nombre de personnes qui ont bénéficié est allé à même plus d'1 million de ménages. Il faut dire qu'il y a aussi la mise en œuvre de l'aide au niveau donc de la diaspora, 12,5 milliards destinés à la diaspora, pour aider ceux qui sont malades, ceux qui ont des parents décédés ou ceux qui sont juste impactés. Donc, c'est beaucoup d'argent qui est dépensé de manière progressive pour faire face à toutes les nécessités. Donc, mais aujourd'hui, on n'a pas encore un bilan définitif parce que les opérations se poursuivent. Avez-vous rencontré des difficultés particulières? Voilà, il faut savoir que nous ne sommes pas chargés de la distribution, mais quand nous avons fait le suivi, nous avons vu qu'il y a beaucoup de difficultés parce que, vous savez, l'aide se fait sur la base de ce qu'on appelle le registre national unique, qui est un registre dans lequel avait été identifié un certain nombre de ménages vulnérables. Mais comme le chef de l'État avait parlé de 1 million de ménages et que le registre national unique était beaucoup plus réduit que le 1 million de ménages, donc il fallait ajouter donc une liste complémentaire pour permettre d'atteindre les 1 million de ménages. Et dans le choix donc des personnes qu'il faut ajouter, c'était un peu les comités donc de quartier, les comités qui devaient permettre donc d'identifier dans chaque quartier les ménages vulnérables. Et si vous identifiez dans le quartier 100 ménages vulnérables, alors que le complément qui est destiné au quartier n'est que de 90 personnes, vous voyez qu'il y a déjà 10 personnes identifiées et qui ne recevront pas d'aide alimentaire. Donc on a eu des types de réclamations de ce genre. Pour ce qui concerne le registre national unique aussi, vous savez, il y a des gens qui étaient sur le registre national unique, il y avait des doublons, des personnes qui étaient citées 2 fois ou des personnes qui recevaient plusieurs aides à la fois ou d'autres qui n'étaient plus de ce monde et qui sont sur la liste. Donc là aussi, il fallait faire le toilettage de la liste nationale, donc du registre national unique. Là aussi, il y a eu des contestations. Il y a eu des personnes qui étaient sur le registre national unique et qui n'ont pas reçu aussi d'assistance. Il y a des mécontents qui ont dit qu'ils ont été omis dans la liste pour des raisons politiques. Tout ça, c'est des contestations que nous avons reçues. Il y a des contestations liées à la mise en œuvre, par exemple, sur l'électricité, des gens qui pensaient avoir droit à cette aide qui n'ont pas été prises en compte, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de réclamations sur la distribution des aides alimentaires. D'autres difficultés aussi venaient du fait que pour les kits alimentaires, ils étaient composés de riz, donc 2 sacs de 50 kg de riz, ça fait 100 kg, 10 litres d'huile, 10 kg de sucre, 10 kg de pâte et du savon, un paquet de savon. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que pour ce qui concerne les pâtes, il y a eu beaucoup de manquements sur les pâtes, ce qui a fait que beaucoup de kits n'ont pas été distribués du fait de l'absence donc de pâtes, ce qui avait retardé les travaux et finalement beaucoup de kits aussi ont été distribués sans attendre l'arrivée des pâtes. Monsieur Ndao, justement, l'OMS signalait ce week-end que la pandémie va durer encore longtemps, excusez-moi. Quels sont les principaux défis à relever pour vous du Fonds Force Covid-19? Alors, le principal défi, c'est de permettre au maximum de Sénégalais de comprendre la situation et de pouvoir prendre les décisions idoines, parce qu'aujourd'hui, la sensibilisation est un défi permanent, est un très grand défi, parce que beaucoup de Sénégalais aujourd'hui ne croient pas à l'existence ou à la gravité de la maladie. Ce qui fait que donc les gestes barrières, les mesures de prévention ne sont pas prises au sérieux par la plupart des Sénégalais. Donc ce qui fait que ça c'est un défi à relever pour pouvoir permettre aux Sénégalais de pouvoir prendre les différentes mesures individuelles et collectives pour faire face à la COVID-19. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a aussi un défi au niveau sanitaire, c'est-à-dire au niveau de la prise en charge donc des malades. Parce que vous savez, pour les cas graves, on n'a pas beaucoup de lits
en réanimation et les cas augmentant, on risque de se retrouver dans une situation donc de dépassement des capacités d'hospitalisation en réanimation. Et ça aussi, c'est extrêmement important. L'autre élément, c'est que en continuant à se développer, personne ne peut dire exactement comment la maladie va évoluer dans le cadre donc de cette pandémie. D'autant plus qu'on ne sait pas si le virus va faire une mutation, s'il va s'arrêter, s'il va continuer. Donc c'est l'absence totale donc de visibilité qui fait qu'aujourd'hui toutes les stratégies doivent être modifiées au fur et à mesure. Momar Ndao, Sud FM vous remercie. Merci. Sud FM chez vous, à tout instant. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Dans le précédent numéro, l'économiste professeur Meïssa Babou a affirmé qu'il n'est pas facile d'épargner au Sénégal. Alors, comment faire pour inciter les Sénégalais à épargner davantage? Selon lui, la balle est dans le camp des institutions financières. Cette épargne devait jouer un rôle important dans l'économie nationale parce que permettant aux banques quand même de refinancer beaucoup d'activités. Aujourd'hui, cette épargne est vraiment en panne. Parce que la cherté de la vie ne permet pas à nos concitoyens quand même de constituer cette épargne-là. Maintenant, est-ce que les banques qui sont en train de faire du marketing, de mettre en place, même les compagnies d'assurance, une politique d'épargne, même si c'est assez faible, mais une politique d'épargne qui permettrait à certains quand même d'avoir au moins un plan d'investissement pour se prémunir, pour couvrir leur retraite, pour couvrir les risques de maladie, etc. Il y a peut-être maintenant ces phénomènes qui se développent avec les institutions financières et qui peuvent pousser les gens à épargner. C'était l'économiste professeur Meïssa Babou. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Khadisen. Le rappel des titres, pandémie de Covid-19, la propagation du virus devient inquiétante. 10 432 cas positifs depuis le début de la pandémie enregistrés au Sénégal. Le bilan macabre passe à 214 morts, 41 cas graves en réanimation. La région de Thiès franchit le cap des 1000 cas positifs. Diourbel enregistre son 8e cas de décès. Pendant ce temps, les populations foulent aux pieds les mesures barrières. Les Badjanogor entrent dans la danse, sessionnent les quartiers et lieux de rassemblement pour sensibiliser sur la Covid-19. L'impact de la Covid-19 sur l'éducation est une catastrophe générationnelle, selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit inquiet et plaide pour que le retour à l'école soit une priorité. Le cadre unitaire des syndicats de la santé dans la rue ce matin pour réclamer de meilleures conditions de travail. Il menace de procéder à la rétention d'informations à partir du 31 août. Un autre mouvement d'humeur dans le secteur de la justice. Le Sud-Just décrète encore 72 heures de grève et dénonce l'attitude de la tutelle concernant la formation d'agents de l'administration pénitentiaire au métier de greffier. Info écho avec Rapseli Manouane a bouclé cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, Sud Éducation.